ringraziando Enric e Joseph che hanno dato la loro disponibilità a partecipare a questo incontro. Intanto una loro breve presentazione. Joseph Halevi, economista, docente di ruolo fino al 2016 all'Università di Sydney in Australia, ha insegnato anche in alcune università francesi e dal 2009 insegna economia al Master di Giurisprudenza presso l'International University College a Torino. È stato poi collaboratore del Manifesto dal 2000 al 2012. Enric Croissant, storico, ha svolto per molti anni lavoro sindacale. Nel 1990 ha contribuito alla creazione del Comitato per l'abolizione del debito illegittimo, di cui è presidente. Ha collaborato dal 2000 con molti governi sia dell'America Latina che dell'Asia proprio sulla questione del superamento del debito. Okay. A che punto sei? Walter. Riparto da dove? No, devi solamente rallentare, non devi ripartire, devi rallentare e non mangiarti le parole, se no Paolo diventa scemo. Oui, È una buona strada. Ma... de toute manière, je n'ai pas de traduction, moi. Hein. J'ai écouté l'italien et j'ai compris l'italien. Mais je ne suis pas, il ne faut pas me présenter comme président du CRDTM. Il n'y a pas de président du CRDTM. Je suis porte-parole international du CRDTM. Portaparola, non presidente. Portavoce. Mais Eric, tu as accès quand même à l'interprétation. Però Paolo, lui diceva, Eric, prima che non sta sentendo la tua traduzione in francese. Quindi occhio perché te rischi di fare... Mais Eric, si tu vas dans le canal français de l'interprétation, Eric. Ah, d'accord. Parce que j'entends Paolo là-bas. D'accord, ok. Sauf qu'il a écrit... Maintenant, je t'entends, Paolo. Ok. Ok. Oh. Paolo, non ti sento. E perché? Ok, allora riparto dal 2013, anzi no, allora Enric nel 1990 ha contribuito alla creazione del Comitato per l'abolizione del debito illegittimo, di cui è portavoce internazionale. Ha collaborato dal 2000 con molti governi dell'America Latina e dell'Asia proprio sulla questione del superamento del debito. Nel 2013 fino al 2015, su invito di Tsipras, è stato coordinatore scientifico del Comitato per la Verità sul debito pubblico. Che è stato istituito dal Presidente del Parlamento greco. Sulla questione della Grecia ha pubblicato anche un libro ultimamente che si intitola proprio Grecia, c'era un'alternativa. Ritornando a noi, l'idea di questo colloquio è nata durante una riunione di redazione rispetto alla possibilità di pubblicare un testo per l'anniversario della Comune di Parigi che non fosse solo una ricostruzione storica. Un testo che quindi che comprendesse anche delle indicazioni rispetto agli insegnamenti che si possono trarre oggi da questa esperienza. È venuto quindi naturale pensare subito alla crisi della Grecia del 2015. Gli avvenimenti greci, infatti, riteniamo siano stati un avvenimento rilevante per la sinistra e un avvenimento che sia Enric che Joseph hanno
avuto la possibilità di conoscere direttamente. Abbiamo quindi collegato alcuni articoli di Henrik con quelli che Joseph ha pubblicato negli anni passati nel corso della vicenda greca, individuando una certa affinità fra di loro. Il filo delle loro riflessioni che ci ha interessato è stato quello che riguarda la problematica di come un governo che vuole essere di rottura con le gabbie economiche esistenti deve fare, le iniziative che deve prendere. Come un governo, quindi, si deve rapportare con quelle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, pensiamo alla Troika, che oggi più di ieri posseggono degli strumenti normativi molto stringenti per i governi nazionali. Non è un caso che in Grecia Syriza nel 2014 aveva elaborato un programma caratterizzato da un forte riformismo radicale, che tuttavia alla prova dei fatti è stato messo da parte una volta raggiunta la stanza dei bottoni. Ci si domanda se non siano stati commessi degli errori. Da un lato nel non essere intervenuti con rapidità e forza sulla questione delle banche, ponendo così un fermo controllo sui movimenti internazionali dei capitali e sul loro trasferimento più o meno legale all'estero. Dall'altro nel non aver tenuto sulla questione del debito e quindi sull'appartenenza non solo all'euro, ma anche all'Unione Europea, una posizione chiara. Sembrava quasi che tutto venisse delegato ad una politica quasi spettacolare di chi, forte della propria preparazione accademica e del proprio carisma, pensava che bastasse evidenziare contraddizioni, limiti ed errori sul terreno teorico delle controparti per poter ampliare le proprie aree di manovra e quindi avere maggiore possibilità di successo. Il gioco si è dimostrato abbastanza sterile. La prima domanda che quindi poniamo è questa. Cosa pensate della scelta di Tsipras di non prendere immediatamente misure di controllo sul movimento di capitali e sulle banche e di voler continuare a pagare il debito escludendo la possibilità di default? E inoltre, vi erano omogeneità di vedute tra Tsipras e Varoufakis? Je partage en fait le point de vue qui vient d'être présenté, ça me paraît extrêmement important. Donc, effectivement, sur le plan des banques, du contrôle des mouvements de capitaux et de la dette, l'orientation concrète adoptée à la fois par Tsipras et par Varoufakis, qui était son ministre des Finances, pose un problème fondamental et explique, je dirais, largement ce qui s'est passé par la suite. En fait, le programme de 2014 de Syriza, appelé le programme de Thessalonique parce qu'il a été présenté à la conférence économique qui a lieu chaque année. Il y a une foire économique qui a lieu chaque année à Thessalonique à la fin de l'été. Dans ce programme, il était mis très clairement que
si Syriza venait au pouvoir, le gouvernement de Syriza prendrait le contrôle sur les banques. Et c'était en fait simple à réaliser parce que le gouvernement grec, par le biais d'un fonds de recapitalisation des banques mis en place avec l'intervention de la Troïka, le gouvernement grec, l'État grec, était l'actionnaire principal des 4 principales banques du pays qui contrôlaient 85% du marché bancaire grec. Le seul problème qu'il fallait résoudre, c'est que les actions détenues par l'État grec étaient des actions dites préférentielles, ne donnant pas droit au vote. Il fallait transformer par voie légale les actions dites préférentielles en actions ordinaires, c'est-à-dire des actions qui donnent droit au vote. Et donc, par un vote du Parlement grec, et Syriza, avec Anel et d'autres, avait de quoi, évidemment, avoir la majorité au Parlement, il était parfaitement possible de permettre à l'État grec d'exercer directement le pouvoir sur les banques grecques et de les réorganiser, restructurer, stabiliser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien sûr, le gouvernement, il était important qu'il exerce un contrôle sur les mouvements de capitaux. Et rappelons qu'on était en 2015, 2 ans plus tôt, l'Union européenne, l'Eurogroupe avait été d'accord que Chypre organise un contrôle sur les mouvements de capitaux. Donc, ce n'était même pas absolument extraordinaire à l'intérieur de la zone euro, puisqu'un pays membre de la zone euro avait eu recours. Un autre pays européen non membre de l'Union européenne y avait eu recours et continuait à avoir recours, c'était l'Islande, et ça depuis 2008. Donc ça sur le contrôle des mouvements de capitaux. Et troisièmement, la dette. Là, sur la dette, le gouvernement grec devait, au cours des 6 premiers mois de son existence, rembourser plus de 6 milliards au Fonds monétaire international. Et il était clairement facile de prouver que le Fonds monétaire international était coupable, était fautif dans la gestion de la dette grecque depuis son intervention en 2010 comme membre de la Troïka. Et donc, il aurait été parfaitement possible pour le gouvernement de Tsipras de dire « Nous suspendons les paiements que nous devons faire au Fonds monétaire international et en appliquant un règlement de l'Union européenne qui a été adopté en mai 2013, nous organisons un audit de la dette. » Parce qu'il y a un règlement de l'Union européenne adopté par le Parlement européen qui dit la chose suivante. Les pays qui sont sous assistance financière, c'était le cas de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande et de Chypre, ont l'obligation de réaliser un audit de leur dette afin de déterminer s'il y a eu des irrégularités dans l'accumulation d'une dette devenue insoutenable. C'est le texte même du règlement européen qui n'a jamais été appliqué, mais le gouvernement de Tsipras aurait pu dire « nous l'appliquons » et nous associons les citoyens à cet audit. Et donc, sur ces 3 points, je pense que le gouvernement de Tsipras et le ministre des Finances Varoufakis avaient des arguments extrêmement puissants pour affronter la situation dès le début. Et ça aurait été conforme au programme, parce que, comme vous le savez, le programme de Syriza, très clairement, en 2012, suite au grand mouvement citoyen d'occupation des places de 2011, disait qu'il fallait un audit de la dette à participation citoyenne, avec participation aussi internationale, et que pendant la réalisation de l'audit, il y aurait suspension du paiement de la dette.
Et dans le programme de Thessalonique de septembre 2014, il était écrit qu'il fallait une annulation de la majorité de la dette de la Grèce et qu'il fallait suivre l'exemple de l'accord de Londres qui s'était appliqué à l'Allemagne en 1953, où plus de 60% de la dette réclamée à l'Allemagne occidentale avait été annulée. Donc, la thématique de la dette et la thématique des banques étaient au centre du programme et de l'orientation de Syriza, et il aurait été parfaitement légitime pour un gouvernement mené par Tsipras d'adopter une position très claire. Le fait de ne pas l'avoir adopté, et je termine là-dessus, je l'explique dans mon livre Capitulation entre adultes, résulte d'une décision prise en petit comité avant l'élection de janvier 2015 par le noyau dirigeant autour de Tsipras, donc Tsipras lui-même, son alter ego Nikos Papas, le responsable de la politique économique de Syriza, qui était un ami des banquiers, et c'est ce noyau restreint autour de Tsipras, sans aucune consultation ni du comité central, ni du congrès, ni du bureau politique de Syriza, s'était mis d'accord avec Varoufakis pour en fait ne pas respecter le programme de Thessalonique. Et Varoufakis était clairement opposé au programme de Thessalonique, l'avait même dit publiquement. Et donc, c'est en toute connaissance de cause que Tsipras est allé le chercher comme ministre des Finances, justement pour ne pas appliquer le programme de Thessalonique. C'est extrêmement grave par rapport à une expérience politique et un espoir politique central que des millions de personnes au niveau européen et évidemment en Grèce et au-delà de l'Europe ont eu l'espoir créé par la victoire de Syriza. Et donc, j'explique que dans mon livre Capitulation entre adultes, moi j'avais des contacts étroits avec la direction de Syriza. J'explique que justement, il y a eu non-respect du programme par un noyau extrêmement restreint et que Varoufakis, qui n'était pas membre de Syriza, a accepté cela. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que Varoufakis l'exprime lui-même dans son livre Conversation entre adultes. Il dit que quand il est devenu ministre des Finances, alors que lui, son orientation était de remettre les banques grecques à des actionnaires européens sélectionnés par la Commission européenne, c'était son orientation et son orientation était désastreuse là-dessus. Il dit lui-même que dès qu'il est devenu ministre, le jour même, il s'est rendu compte que Tsipras lui avait retiré la compétence sur les banques. Et il a accepté cela. Donc son orientation était mauvaise, mais de toute façon, il ne l'a pas appliquée. Et l'orientation officielle du programme de Thessalonique n'a pas non plus été appliquée. Et donc c'est très important de le dire très clairement à l'opinion publique et à la gauche qui essaye de tirer les leçons de ce qui s'est passé en Grèce. Et juste le dernier point, mais on va en parler évidemment, ça rappelle bien sûr, parce que tu as commencé là-dessus en lançant l'entretien, c'est de dire que ça renvoie à une expérience de la Commune de Paris. C'est-à-dire que comme Friedrich Engels, Karl Marx et Prosper Lissagaray l'ont relevé très clairement à propos de la Commune de Paris, ils ont dit la Commune de Paris est restée en extase devant la Banque de France et a décidé de ne pas prendre le contrôle de la Banque de France alors que la Banque de France était sur le territoire de la Commune de Paris. Et effectivement, je dirais, Tsipras a décidé de ne pas reprendre le contrôle sur la Banque de Grèce, de ne pas prendre le contrôle sur les banques grecques et de continuer à rembourser la dette, ce qui a été l'erreur fatale.
Merci beaucoup pour avoir organisé ce débat et je suis très heureux de pouvoir écouter maintenant Joseph Halevi. Io prenderei un approccio un po' diverso, nel senso che non entro nei dettagli, che tra l'altro non conosco così bene, diciamo, delle decisioni politiche all'interno di Syriza. Non mi stupisce per niente il fatto che, non mi stupì tra l'altro per niente il fatto che dopo aver fatto delle dichiarazioni, bastavano le dichiarazioni abbastanza, possiamo chiamarle estremiste o possiamo chiamarle roboanti, di Tsipras prima, e poi al momento successe il contrario. Oppure, per essere un po' più preciso, successe anche quando il governo venne nominato, venne eletto, il governo Syriza venne eletto, quando cominciarono i cosiddetti negoziati, fino intorno al 22-23, se non sbaglio, di febbraio del 2015, il governo parlava di, soprattutto Varoufakis, che era passato alla ribalta completamente, parlava di un negoziato di appunto riduzione, ridiscussione del debito, e poi proprio verso il 22 è lì che ci fu il crollo completo. Ma non c'era già la volontà, perché la parte più importante, e questo loro l'avevano già detto, no? È che non volevano rimettere in discussione l'euro. Ora, quello che è successo, va bene, in Europa e Germania, perché poi è la Germania che ha guidato la situazione, mettendosi d'accordo, ma sempre da una posizione egemonica di direzione con la Francia, e la Francia non si scontrerà sulla Germania mai su certe cose, Dal 2010 sono arrivati vari programmi, il Six Pack, da quando proprio è scoppiato il scandalo greco con la dichiarazione di Papandreou di Nea Democrazia precedente, aveva bucato completamente i conti, aveva imbrogliato sui conti, e quindi che il livello di indebitamento era molto superiore a quello dichiarato, cose che tra l'altro all'interno degli uffici della Comunità Europea a Bruxelles sapevano benissimo, e l'imbroglio non era un imbroglio, era, diciamo, un accordo di non dire tutto. Questo ha permesso al governo tedesco, e appoggiato dagli olandesi, e voglio dire appoggiato in maniera autonoma, non in maniera satellitare, dagli olandesi, dagli austriaci, ma anche se la Svezia non faceva, diciamo, parte attiva di questo, l'avrebbe appoggiato anche la Svezia, l'avrebbe appoggiato anche un governo socialdemocratico di sinistra nordico, che è quello di impedire nel modo più assoluto la mutualizzazione del debito. Questo è il punto fondamentale. Quindi la vicenda greca è stata, diciamo, il campo di battaglia, un po' come la Bosnia, no? Tutti sapevano che lo scontro dopo le decisioni
lì all'Aia nel 1990 riguardo la spartizione della Jugoslavia, e che lo scontro tra la ancora esistente Repubblica Federale Jugoslava e la Croazia sarebbe avvenuto sul terreno della Bosnia. La Grecia, nessuno sapeva che lo scontro sulla questione della non mutualizzazione del debito, nessuno sapeva che sarebbe avvenuto in Grecia. Però nei fatti la Grecia è diventato il terreno di questo scontro qua. Poi scontro, non è nemmeno uno scontro, perché sono stati sostanzialmente d'accordo nell'accettare la posizione tedesca riguardo la non mutualizzazione del debito. Allora, cosa è successo dal 2007-2008 al 2010, quando c'è stato questo cambiamento? E tra l'altro la prima delegazione tecnica, diciamo così, io ero ad Atene, perché Yannis Varoufakis, che ancora insegnava, era direttore del programma di dottorato, di PhD ad Atene, mi invitava ogni anno. Noi abbiamo anche scritto, siamo stati in 3 a scrivere un libro insieme, non sulla Grecia, su economia politica, bla bla, con la Rutledge, e lui mi invitava ogni anno a tenere un mese e mezzo. E nel 2010 o 2011, non mi ricordo esattamente, che quello fu l'ultimo anno in cui andai, c'era una delegazione dell'Unione Europea che andava a guardare i conti. Era la prima delegazione sistematica, giornali ne parlavano, eccetera, ad Atene. Allora, il problema che, se noi andiamo a guardare la Germania, con l'esplosione della crisi finanziaria, è stato il paese che ha lasciato più margini a politiche di spese pubbliche, chiamiamolo così, politiche, se non chiamate keynesiane, ma non sono necessariamente keynesiane, adesso vogliamo, a politiche di lasciar correre le spese pubbliche, di aumentare. Sono intervenuti massicciamente. Loro hanno avuto, all'inizio sono stati il paese che ha avuto uno dei maggiori abbassamenti del PIL, no? Del PIB, come si dice in francese, no? Del PIL. Hanno avuto meno 5 qualcosa, perché gli è caduta la domanda industriale di esportazioni. Italia, Germania, Italia e Gran Bretagna sono stati quelli che hanno avuto il maggiore calo del PIL inizialmente. Gran Bretagna per motivi finanziari, il crollo delle banche e queste cose qua, oppure degli asset, il valore degli asset bancari, e fra Germania ed Italia per la caduta della produzione industriale dovuta alla caduta delle esportazioni. Il debito è ripartito, cioè la spesa in deficit è ripartita, no? Automaticamente riparte, e automaticamente in queste condizioni ovviamente cresce il rapporto debito PIB, debito PIL, automaticamente. Si sono accorti però, questo è il punto, che in un sistema come quello europeo, che è un sistema istituzionalmente bacato, incompleto, perché c'è separazione tra politica monetaria e politica fiscale, la gestione del debito avrebbe implicato necessariamente una politica comune, una politica di trasferimenti comuni, avrebbe una politica sostanzialmente federale.
Quindi la situazione greca ha permesso alla Germania di dire no, nessuna mutualizzazione del debito. Questo è il punto fondamentale. Questo era chiaro, doveva essere chiaro che quello non avrebbero istituzione. Poi in realtà mutualizzazione non c'è stata, ma trasferimenti ci sono stati. Perché diciamo che una parte dell'aumento del debito italiano, no? Con Berlusconi, ma non perché Berlusconi, io parlo del periodo, il debito italiano fino al 2009, 2007, 2008, 2000, era intorno al 108-109%. Poi va su perché ovviamente quando c'è la riduzione dovuto alla crisi c'è subito un aumento del debito perché si creano dei deficit, le introiti fiscali diminuiscono, di conseguenza si crea un debito, ma c'è stato anche un altro elemento del debito che si chiamano Spagna, si chiamano Portogallo e si chiama anche Grecia, nel senso che l'Italia ha avuto una componente del nuovo debito dovuto alla concessione quando hanno fatto i pacchetti di ristrutturazione, quando hanno fatto il fiscal compact, il six pack, e poi hanno esteso questi prestiti alla Grecia, che poi la Grecia non li ha mai visti perché andavano direttamente alle banche, non quelle greche. Questi venivano addebitati ai paesi che partecipavano a questi fondi, no? E i paesi partecipano a questi fondi, i paesi che fanno parte dell'Eurozona partecipano a questi fondi in base al principio che viene chiamato capital key, va bene? Capital key, che è fondato su una combinazione tra grandezza del paese e il PIB e il PIL pro capite. E quindi se questi fondi europei queste istituzioni fanno un pacchetto per la Grecia, per il Portogallo o per la Spagna, questo pacchetto viene poi addebitato ai paesi che partecipano, cioè che sono quelli dell'Eurozona, e di conseguenza il debito di questi paesi va su, no? Ecco. Allora, quindi ci sono stati dei trasferimenti, ma non sono stati trasferimenti istituzionalizzati nel senso di un meccanismo di compensazione. Sono stati meccanismi, sistemi bancari privati, come possono fare le banche private, che ti dà, sei indebitato, non riesci a pagare, ti ristrutturano un po' il debito. Allora, quello che è successo è l'indurimento della posizione tedesca. Questo è il punto. E quindi anche olandese. Ma perché? Per un motivo molto semplice, che le posizioni tedesche, i tedeschi non volevano concedere niente perché loro avevano bisogno di, ragionando proprio in maniera del Geld che sta in tasca, per loro ai concetti macroeconomici e finanziari keynesiani non ci sono mai arrivati. Loro stanno ancora col Geld in tasca. E loro avevano, come hanno avuto ancora adesso, il bisogno di finanziare un sistema bancario che con la crisi del 2008 ha fatto acqua da tutte le parti. Tutte le parti. La Deutsche Bank adesso si è risollevata, è completamente bucata, la Commerzbank bucata completamente, ma ancora di più grave le banche che avevano la funzione di sostenere le industrie locali, le Landesbanken, bucate completamente.
Quindi loro dovevano convogliare, e tra l'altro le Landesbanken, essendo di giurisdizione statale e non federale, quelle hanno ricevuto soldi pubblici a IOSA per poter rimanere a galla. Il problema del sistema bancario tedesco, contrariamente a quello che è successo tra l'altro in America, è che in parte, in gran parte anche in Inghilterra, che loro i cosiddetti prodotti derivati, marci e via dicendo, li hanno espulsi. Sono riusciti, attraverso processi catartici, di crisi, eccetera, l'hanno espulsi. I tedeschi se li sono tenuti in pancia, capito? Non sono passati attraverso, e quindi potevano sostenere, dato che i bilanci di queste banche erano veramente putrefatti completamente, hanno sostenuto questo con la spesa pubblica, cioè dando loro soldi pubblica. Questo è. I Tsipras, ma io non ci ho mai creduto, voglio dire, nel mio articolo del manifesto non è che andavo a fare le pulce a Tsipras e davo solidarietà, per cui adesso dico forse ho fatto pure un po' male da quel punto di vista. Quindi perché scrivere sul manifesto non era solo analitico, ma era una cosa ancora un po' politica, e quello veramente io mi faccio autocritica, perché non ci ho mai creduto a questa cosa. Il Financial Times dell'aprile del 2010 organizzò una discussione, non un dibattito, degli interventi. Loro non fanno il dibattito, degli interventi. Non so perché i francesi come Pisani-Ferry, come anche Fitoussi non hanno mai partecipato, però a questi interventi ci parteciparono italiani, 2, Bini Smaghi e Prodi, e poi ci parteciparono i tedeschi. Il più importante intervento venne fatto da Otmar Issing. Otmar Issing è la persona, il dirigente, non so se era il presidente, se non sbaglio, il governatore della banca centrale, della Bundesbank, che partecipò ai negoziati per la formazione della BCE e dell'euro, va bene? E lui in quella scrisse questo articolo nell'aprile del 2010-2011 del Financial Times, io ce l'ho nel computer con una specie di tavola della legge, e ancora ulteriormente dice quando la proposta venne fatta nella formazione dell'euro di fare un sistema che lasciava la politica fiscale agli stati, mentre la politica monetaria era della Banca Centrale Europea, io dissi, dice Otmar Issing nell'articolo, io dissi che era come mettere il carro davanti ai buoi, e che quindi il sistema non era stabile. Però questa fu la decisione, che non doveva essere una transfer union, è un sistema unico. E quindi se non si vuole alterare questa, e non dobbiamo, dice, alterare questa situazione, non dobbiamo passare a surrettiziamente una transfer union, nessun aiuto deve essere dato alla Grecia. Punto. Questo è il quadro tra il 2010 e il 2011. Quindi questi qua dovevano sapere a che cosa si trovavano, di fronte a cosa si trovarono, e non fare i radicaloidi e andare in giro dicendo ah che bello siamo, facciamo, cambiamo, diciamo, facciamo, cambiamo. Non era possibile. E tanto più la crisi si acuiva, quella finanziaria, tanto più i problemi arrivavano a galla, e anche i problemi del fatto che proprio non essendo una transfer union si accentuavano i cosiddetti squilibri, tanto più la politica tedesca non ne voleva sapere, e anche quelli olandesi, perché gli olandesi come campano gli olandesi? No, questa è la cosa importante capire. Gli olandesi campano
come campano anche i cosi, gli svedesi in parte, ma non come gli olandesi, che sono arrivati a livelli strabilianti. Loro, macroeconomicamente, loro campano sulle esportazioni nette, va bene? Perché loro hanno un sistema logistico che importano tanto dagli Stati Uniti al resto del mondo e poi sputano tutto il resto sull'Europa, che nel complesso gli viene fuori una situazione dove gli viene fuori una situazione dove loro hanno uno dei tassi di esportazione rispetto al PIL, al PIB, più alto della Germania, tra l'altro. Quindi questo surplus che loro è un surplus della pubblica in deficit relativamente basso, il deficit basso, finanziano il welfare, finanziano un sacco di cose con questi. La Norvegia, tra l'altro, fa la stessa cosa, è fuori dall'Unione Europea, ma la Norvegia fa la stessa cosa. Allora, con i proventi del petrolio. Allora, che cosa si potevano? Non potevano aspettarsi altro e non avevano una strategia, perché non avevano nemmeno una visione strutturale della Grecia questi. Non avevano una visione strutturale della Grecia, non avevano una visione né dal punto di vista finanziario né dal punto di vista strutturale dell'economia fisica della Grecia. Non ce l'avevano, non ci hanno pensato 2 minuti su queste cose qua. Chiudo dicendo che c'è un bellissimo libro di Euclid Tsakalotos, che è un bravissimo economista come ragionamento, che poi diventò quello che sostituì Varoufakis. Quando Varoufakis venne dimesso su richiesta di Schäuble, venne dimesso dal governo greco, venne cacciato via dal governo greco, posizione di ministro delle finanze, e Tsakalotos nel suo libro, scritto con un altro, non mi ricordo il nome, pubblicato da Zed, se non sbaglio, nel suo libro lui spiega molto bene come le banche greche come tali non potevano neoliberalizzarsi con la liberalizzazione dei movimenti di capitale. Erano troppo limitate, piccole, e erano troppo... L'economia greca non sosteneva l'integrazione neoliberista. Questo l'ha fatto lo Stato. Quello che spiega bene, è un classico quel libro di Euclid Tsakalotos, perché spiega molto bene come l'internazionalizzazione del processo finanziario greco in Grecia non poteva che essere fatto attraverso lo Stato stesso. Ecco, dati queste cose, loro non potevano, era tutto velleitario, quindi non potevano che crollare, secondo me. Allora tutte queste cose, quando scrivo sul manifesto non le sapevo, poi mi sono letto il libro di Tsakalotos, poi mi sono letto... Allora alla fine ho un quadro un po' più concreto, secondo me, del periodo. Ok. Come continuiamo? Non so se Eric vuole dire qualcosa o vado alla seconda domanda. À ce que Joseph a expliqué, oui, tout à fait. Certo. Ok, donc je commence tout de suite. Bon, moi j'ai commencé ma réponse sur 2014-2015 et Joseph nous ramène à 2000, on va dire la période 2008-2012. Je trouve ça extrêmement important et je vais donc moi-même me prononcer là-dessus. Je vais commencer puisque certainement les personnes qui nous écoutent ou qui vont lire ont en tête ce que vient de dire Joseph. Je viens d'aller chercher le livre dont il parle, signé par Tsakalotos, oui, voilà, publié chez Verso, avec Christos Laskos. Joseph, je te précise que
c'est Laskos qui a écrit la plus grande partie. Et je crois qu'il est plus sérieux, plus profond et plus sérieux que Tsakalotos. Et Laskos, d'ailleurs, s'est positionné en 2015 et par la suite sur une position tout à fait critique. Donc, il s'est opposé à la capitulation de la direction de Tsipras et de Varoufakis, tandis que Tsakalotos a accompagné celle-ci jusqu'au bout, jusqu'en 2019, puisque Tsakalotos est resté ministre de l'économie et des finances jusqu'en 2019, jusqu'au moment donc, de l'échec électoral de Syriza. Mais je vais revenir sur la période alors antérieure, comme Joseph. J'y ai été, alors je suis très intéressé d'apprendre que Joseph fréquentait Varoufakis, je ne le savais pas, et venait régulièrement en Grèce, comme il l'a dit, jusqu'en 2010 ou 2011 pour y passer un mois et donner des cours. C'est donc une expérience extrêmement intéressante. Et moi, j'avais été invité à plusieurs reprises par des mouvements sociaux et des mouvements politiques en Grèce au début des années 2000. J'avais participé au Forum social européen en 2006 à Athènes, qui était le dernier grand forum social européen. Il y a eu à peu près sur le site du Forum social européen 40 000 personnes et à la manifestation presque 80 000 personnes. Et puis à partir de 2009-2010, j'ai été en contact avec toute une série de personnes en Grèce qui, sur la base de la crise de la dette en Grèce, voulaient développer l'expérience de l'audit à l'image un peu de ce que l'Équateur avait fait en 2007-2008. Et comme j'avais participé à l'audit de l'Équateur en 2007-2008, j'ai été connu en Grèce et j'étais invité par des personnes comme Kostas Lapavitsas, Leonidas Vatikiotis, et aussi par, on va dire, le secteur eurocommuniste de Syriza, donc l'Institut Nikos Poulantzas. Et j'ai eu alors des dialogues pas évidents, mais des dialogues avec directement Tsipras. Et donc, par exemple, j'ai été invité à je dirais typiquement, une conférence du parti de la gauche européenne sur une orientation quand même largement influencée par l'eurocommunisme, que je suppose Joseph Alevi le connaît encore mieux que moi. Et justement, on percevait dans toutes les propositions, c'était en mars 2011, il y avait Oscar Lafontaine d'Allemagne, il y avait évidemment Tsipras, il y avait Varoufakis, il y avait le président du parti de la gauche européenne, donc le président en même temps du Parti communiste français, il y avait les gens d'Izquierda Unida, du Left Bloc, et il m'avait invité. Et là, Varoufakis a fait sa proposition connue comme une modeste proposition, c'est le titre de sa proposition, donc avec mutualisation des dettes. Les différents intervenants communistes intervenaient sur les eurobonds. Donc, sur toute cette thématique de mutualisation des dettes, eurobonds, etc. Il y avait une grande naïveté, une grande illusion. Je pense que le parti de la gauche européenne, jusqu'en 2015 y compris, a défendu une orientation fausse politiquement et naïve, si on veut être gentil, c'est-à-dire l'idée que rationnellement, il était possible de convaincre le gouvernement allemand, les autres gouvernements de l'eurozone, y compris le gouvernement français, sur la mutualisation des dettes. Et donc là, visiblement, je suis d'accord avec
Joseph Halévy pour dire que c'était une orientation qui n'avait pas de fondement, parce que les forces politiques qui dominent l'Europe ne veulent pas de ça. Recourir à une véritable mutualisation des dettes, c'est se retirer un instrument qu'ont les économies dominantes dans la zone euro pour imposer une discipline aux pays de la périphérie européenne, y compris l'Italie, mais ça commence par la Grèce, par l'Irlande, par l'Espagne, par Chypre, par le Portugal, par les nouveaux venus du bloc de l'Est qui sont entrés dans l'Union européenne. Bon, l'Italie est un plus gros morceau puisque c'est la 4e économie et après le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la 3e économie dans la zone euro. Mais donc, le fait de maintenir endettés sans mutualisation des dettes une série de pays membres de la zone euro, tout en ayant une monnaie commune qui est l'euro, donne aux économies dominantes 2 instruments de domination. L'euro, qui est un instrument de domination tel qu'il a été conçu, et les dettes. Si on les mutualise, ça enlève un des instruments de discipline et de mutualisation et de domination. Et donc, pour ces raisons-là, le grand capital allemand et à l'intérieur du gouvernement allemand, tant la CDU-CSU que le SPD, qui a des liens évidemment avec le grand capital allemand, ils ne voulaient pas renoncer. Et puis, il y a évidemment le secteur bancaire, le secteur financier. Et là, je crois que c'est politiquement important de comprendre la chose suivante, c'est que Varoufakis et Tsipras, j'imagine que Joseph Halévy sera d'accord avec moi là-dessus, ont pensé que François Hollande, à la tête de la France à partir de 2012, en bon social-démocrate, allait choisir de soutenir l'expérience de Syriza face à l'Allemagne. Et c'était là aussi complètement naïf parce que l'orientation de Hollande, elle n'est pas fondée sur le programme social-démocrate, elle est fondée sur un accord profond, notamment avec le puissant secteur bancaire français, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, les 3 grandes banques françaises qui avaient d'énormes investissements en Grèce, comme des banques allemandes avaient d'énormes investissements financiers en Grèce, et les banques hollandaises comme ING, qui est une des principales banques hollandaises, et la Belgique avec Dexia, qui avait des investissements en Grèce. Ces 4 pays-là, très intéressés à ce qui allait se passer, à ce qui se passait en Grèce, avaient une convergence d'intérêts en tant qu'économie dominante ou partie des économies dominantes de la zone euro face à un pays de la périphérie comme la Grèce, avec une vue aussi sur ce qu'on fait avec la Grèce aura des conséquences sur ce qu'on fait avec le Portugal, avec l'Espagne, avec l'Irlande, avec Chypre et avec les autres pays de la périphérie dans la zone euro. Et donc, la mutualisation des dettes, c'était une perspective qui n'était pas une perspective réalisable, c'est une perspective, je dirais, techniquement rationnelle, mais politiquement irréalisable du point de vue des intérêts dominants des économies dominantes dans la zone euro. Ça, c'est un point fondamental. Et donc, moi, j'ai participé à des débats où je me rendais compte que, effectivement, l'orientation fondamentale qui vient de l'eurocommunisme, y compris de l'eurocommunisme italien des années 70, rentrait en contradiction avec la situation et les possibilités réelles dans la zone euro. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, peut-être une différence là avec le diagnostic de Joseph
à Lévis. Bon, il était en 2009, 2010, 2011 en Grèce. Moi, j'ai à fond étudié la question du déficit grec. Et donc, là, comme coordinateur scientifique de la commission d'audit instituée par la présidente du Parlement grec, j'ai vraiment passé des centaines d'heures là-dessus. Et je peux vous assurer la chose suivante. Le déficit grec était effectivement important, mais il a été exagéré par Papandréou quand il a gagné les élections d'octobre 2009 avec un score extraordinaire. Il a eu plus de 40%, je crois qu'il a eu 43%. Syriza a gagné les élections en janvier 2015 avec 36%. Le PASOK de Papandréou a gagné les élections, je pense, avec 43% ou plus. Et c'était énorme. Et avec un programme anti-néolibéral. Mais Papandréou était lié lui aussi au secteur bancaire grec, comme Hollande était lié au secteur bancaire français. La social-démocratie européenne est intimement liée au secteur bancaire de chaque fois de son pays. Et le problème auquel a été confronté Papandréou, c'est que les banques privées grecques étaient au bord de la faillite. Parce que les non-performing loans, les crédits en défaut de paiement de plus de 3 mois, donc en suspension de paiement, étaient en train d'exploser. Et c'est le problème, ce n'était pas la dette publique grecque d'abord, c'était la dette privée des banques grecques. Exposées à qui? Exposées aux banques allemandes, françaises, hollandaises, belges. C'était ça les principales créancières des banques privées grecques. Et effectivement, la peur, c'est évidemment, si les banques grecques entrent en défaut de paiement, qui est-ce qui doit les sauver? L'État grec. Mais le problème donc n'était pas d'abord la dette grecque. En pourcentage, la dette italienne était aussi grave. La question, c'était les dettes des banques italiennes, parce que si les banques, des banques grecques comme des banques italiennes, parce que si les banques grecques entraient en défaut et que l'État grec n'était pas prêt à sauver les banques grecques, alors là, il y avait un problème de la dette publique grecque. Mais c'était d'abord le problème des dettes privées des banques grecques. Et là, on a mis en place le mémorandum de 2010 sans restructurer la dette grecque, le temps qu'on apporte aux banques grecques de l'argent qui venait du premier mémorandum pour qu'elles continuent les remboursements aux dettes allemandes et françaises, etc., ce qu'elles ont fait. Et on a restructuré la dette publique grecque qu'en 2012, une fois que les banques privées françaises, allemandes, hollandaises et belges s'étaient retirées du marché grec. Ce que je viens d'expliquer, je sais que ce n'est pas évident. Ça demande énormément de recherche. Nous l'avons fait comme commission d'audit et ça va donc à l'encontre de la narration officielle. Et alors, donc, je m'explique. Pourquoi Papandréou a-t-il exagéré le déficit grec? Parce qu'il fallait pouvoir déclarer que les finances grecques étaient dans un état désastreux pour justifier le mémorandum de mai 2010 qui permettait de sauver les banques grecques et donc d'éviter des pertes aux banques françaises et allemandes. Et c'est pour ça alors qu'il ne fallait pas compter sur la solidarité de François Hollande en 2015. Hollande qui avait été élu en 2012 en disant « mon ennemi est la finance » et qui tout de suite a trahi cette déclaration-là qui lui avait fait gagner les élections. Et donc il ne fallait pas compter sur la solidarité de Hollande en tant que gouvernement grec
il fallait savoir que Hollande allait être solidaire de Schäuble et de Angela Merkel et de la Deutsche Bank et de Commerzbank, là, comme Joseph Halevi l'a dit. Donc, si on ne fait pas un bon diagnostic de la situation dans laquelle la Grèce se trouvait, dans laquelle la zone euro se trouvait, si on ne comprend pas l'erreur stratégique du parti de la gauche européenne, et donc là-dedans de tout ce milieu-là, dans lequel j'inclus Varoufakis, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et malheureusement, pour moi c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Hein. Le parti de la gauche européenne n'a pas été capable, après 2015, de faire le bilan. Si on revient maintenant à la situation de 2015 et d'après, voyez le résultat du parti de la gauche européenne aux élections de 2019 comme le résultat catastrophique de Tsipras. C'est une perte radicale parce que la gauche, le parti de la gauche européenne a été incapable de tirer les bonnes leçons de l'échec grec qu'on a essayé de faire tirer dans le cadre de l'initiative Plan B, dans lequel au début des gens comme Mélenchon d'un côté, Podemos, je parle là de immédiatement 2015, au début, mais déjà avec hésitation, Varoufakis lui-même, Oscar Lafontaine, il y a eu une tentative avec le Left Bloc en fin 2015, début 2016, de tirer les leçons via les conférences du Plan B avec le Socialist Party de Suède et l'Alliance Rouge-Vert du Danemark. Et puis, c'était très compliqué parce que ça impliquait d'aller très loin dans l'autocritique. Et Die Linke était contre de faire cette autocritique et soutenait l'orientation de Tsipras. Et donc, il y a eu une incapacité de faire le bilan. Or, pour nous, c'est fondamental, et je vous remercie d'avoir organisé cette conférence, parce que c'est fondamental de revenir sur réellement ce qui s'est passé avant 2015, en 2015, et les leçons à tirer pour l'avenir, et en quoi les leçons de la Commune de Paris sont donc importantes. Ora faccio la seconda domanda e invito anche Henrik e Joseph a stare dentro i 10 minuti perché sennò i tempi si allungano. Secondo punto domanda riguarda invece la questione che in Italia è stata molto dibattuta e continua a essere uno dei problemi al centro della discussione, che è la questione dell'euro, Unione Europea e dell'uscita dall'euro e dall'Unione Europea. In un certo momento anche in Grecia mi sembra ci si è posta la questione dell'uscita da un lato prima dall'euro e dall'Unione Europea, da parte anche delle forze della sinistra. Contemporaneamente anche la stampa europea e le forze sociali liberali insistevano sulla possibilità di porre ad Atene una Brexit unilaterale. Secondo voi l'uscita dall'euro da sinistra e dall'altro lato di una Brexit erano due strade percorribili? Per me ha due aspetti, diciamo, un aspetto di fattibilità politica, un aspetto analitico, va bene? Cioè analitico sul piano dell'analisi economica teorica, qui ci vuole proprio, tra l'altro qualche giorno fa è morto Bob Mandel. Bob Mandel era un economista canadese-americano che poi ha ottenuto anche il premio Nobel, che ha inventato l'idea di area monetaria ottimale. Ma la inventò tanti anni fa, molto prima dell'euro, non so, dagli anni 60, una cosa di questo tipo, adesso non mi ricordo, l'area Optimal Currency Area. Lui inventò questo. Inizialmente lui era molto favorevole alla formazione dell'euro,
di una moneta comune europea. Poi dopo, quando ha visto come stavano andando le cose, in questa assurda separazione tra politica fiscale, politica monetaria, eccetera, ha attenuato molto il suo appoggio, insomma ha molto abbassato. Allora, dunque, per ciò che riguarda l'aspetto politico, guardate, anche in Grecia una grossa parte delle persone che hanno appoggiato Sirisa, no? Sentite? Sì. Ci siete? Sì. No, perché non vorrei che appunto si bloccasse. Se lì si diceva uscire dall'euro, molti paesi, e questo conta anche l'Italia, in parte, non del tutto, in parte, in molti paesi, diciamo, chiamiamoli così, periferici, a me non è che piaccia questo termine, no? Quando l'euro era visto come la moneta della non povertà. Chiaro, se uno va in America Latina, per esempio Argentina, paesi soggetti a svariate svalutazioni, a molte svalutazioni, eccetera, la moneta di riferimento è il dollaro, no? È il dollaro, è tutto calcolato in dollari, tutto, affitti, tutto calcolato in dollari, no? La borghesia punta ai dollari. Il peso è la moneta dei poveri. Chiaro? Tant'è che tutti erano contenti, cioè tutti, la borghesia era contenta, la borghesia, non il popolo. La borghesia era, lì c'è ancora la differenza, non c'è fluidità. La borghesia era contenta, anche quello che loro chiamano classe media, no? Era contenta quando c'era il periodo di Menem che fecero il pesos era fissato per legge uguale al dollaro, perché il peso e il dollaro erano intercambiabili. Ci siete? Sì. No, ecco, la faccia troppo fissa, cioè la faccia troppo fissa, per cui mi sembra che si sia bloccato. Come mo? Allora, mutatis mutandis, no? In paesi come Grecia, ovviamente Cipro, paesi come anche Portogallo, Spagna e via dicendo, sono paesi dove per la borghesia e la middle class, perché in quei paesi si è formata un'ampia middle class, comunque Spagna certamente, avere l'euro è l'elemento, essere dentro, è l'elemento dove si può andare a Londra a comprare Burberry, si può essere, capito, non si è soggetti alle svalutazioni, a tutte queste cose qua. Quindi è un passaporto di entrata nel mondo, come dire, sviluppato. Questo è la cosa, no? E è un elemento molto importante per capire, per cui si può parlare propagandisticamente di uscire dall'euro, però sul piano effettivo, dal punto di vista anche politico, uscire dall'euro implicherebbe in molti casi la possibilità o la paura di una spaccatura del paese su un problema monetario e non necessariamente sociale, in un pacchetto generale sociale. Quindi questo è un elemento. Adesso passo all'aspetto analitico. Io non sono completamente convinto, non sono convinto che sostituendosi a non so che la problematica sia euro sì, euro no. Io non sono convinto che l'euro continuerà ad esistere, però sono forze tettoniche che potranno mettere in discussione l'euro, no?
che l'euro è una moneta barcollante, non lo si vede nei tassi di cambio, ma lo si vede nella dollarizzazione dell'euro, per esempio, è molto dollarizzato. Allora, quindi non sono convinto che se il sistema dell'Unione Europea comincia a schicchiolare in maniera sostanziale all'interno dei paesi dell'Eurozona, è anche possibile che l'euro salti. Però le previsioni, come era Jacques Sapir in Francia qualche tempo fa, come è stato Bagnai in Italia, saltano perché per individuare la effettiva fragilità o instabilità dell'euro bisogna saper combinare la dimensione politica con la dimensione economica, cosa che non è assolutamente facile. Io non sono convinto che uscire dall'euro sia, come soluzione tecnica, sia la soluzione del problema, perché un paese che esce dall'euro dipende dalla sua struttura produttiva, ad esempio, dipende dalle interrelazioni, interconnessioni con le catene di valorizzazione, dipende da tutti questi sistemi, dipende da come viene vista, accettata, come viene vista la nuova moneta di questo paese. Va bene? Per cui dipende, si parla di un'uscita dall'euro senza cambiamento di regime sociale e senza cambiamento del modo di produzione. Quindi l'uscita dall'euro dipende veramente da... non c'è un meccanismo che ti spieghi come nel nuovo sistema le cose possano funzionare, se non attraverso delle teorie che sono sbagliate, come per esempio che così si può svalutare e quindi si aumentano le esportazioni, si diminuiscono le importazioni e via dicendo, ma questo non è vero. Ci sono dei casi che possono mettere in discussione quello che dico e qui finisco, che è il caso dell'Islanda, che non è un paese che fa parte dell'Unione Europea, vabbè, il quale, pur essendo piccolo, dice mamma mia, con quelle banche che erano più grandi dell'Islanda, le banche islandesi si erano espanse essendo più grandi dell'Islanda e con la crisi del 2008-2009 sono crollate completamente. L'Islanda, avendo la sua moneta, essendo indebitata soprattutto con la Svezia in maniera gigantesca sui mutui e via dicendo, hanno svalutato, ma enormemente hanno svalutato. I governi si sono assunti i debiti, soprattutto i mutui, quindi le persone non hanno subito, diciamo, la pressione della svalutazione del debito, se si sono assunte il governo e una parte anche i dirigenti delle banche sono andati a finire in galera, un po' tutti sono andati a finire in galera dentro, e comunque loro se ne sono usciti attraverso questo meccanismo. Ma questo perché l'Islanda, secondo me, non ha alcun impatto sul resto dell'Europa, zero. È un caso in cui un piccolo paese, non avendo impatto zero sul resto dell'Europa, ha un effetto, ha in realtà un grado di libertà di più. Ma un paese come l'Italia, per esempio, se dovesse uscire dall'euro e dovesse svalutare quindi la moneta, la nuova lira, ma la Francia non potrà assolutamente mantenere la parità. Capito? Mantenere la parità. Finisco, La Spagna non potrà assolutamente. Quindi il problema è l'uscita dall'euro non è necessariamente risolutiva della cosa. Finito. D'accord, merci beaucoup à Joseph Halévy pour sa vision de la question de sortir ou pas de la zone euro. Je pars de la même constatation que Joseph Halévy. Pour
la majorité des Italiens, des classes populaires, des Portugais, des Grecs, des Espagnols, mais je dirais surtout d'ailleurs des Espagnols, des Portugais et des Grecs, et alors la majorité des personnes, des populations des pays de l'ex-bloc de l'Est qui ont intégré l'euro, ça a été perçu comme une assurance sur l'avenir et comme un signe de richesse. Je le compare d'une certaine manière à la manière dont la réunification allemande s'est faite. Là, rappelez-vous, la monnaie de l'Allemagne de l'Est a été intégrée dans une monnaie unique du Deutschmark en étant surévaluée. Pour gagner la réunification, Helmut Kohl a calculé, a été prêt à mettre un certain prix, y compris, ça a augmenté le déficit allemand, la dette allemande, etc., mais de donner une valeur d'échange entre la monnaie de l'Allemagne de l'Est et la monnaie de l'Allemagne de l'Ouest, un taux de change qui paraissait plus favorable à la monnaie est-allemande. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'en réalité, quand on fait ça, ce qui est perçu par la population comme positif, parce qu'évidemment, si tu peux changer tes monnaies, tes pesetas, tes lires, tes escudos, tes drachmas et tes marques d'Allemagne de l'Est à un taux qui te paraît favorable, quand tu voyages dans l'autre pays, tu vas pouvoir acheter plus que si tu avais à la valeur de l'ancienne monnaie. Seulement, en macroéconomie, une fois que ça c'est fait, les produits de l'Allemagne de l'Ouest ont gagné le marché est-allemand dans l'Allemagne réunifiée en détruisant les industries est-allemandes parce que les marchandises ouest-allemandes étaient plus compétitives en Allemagne de l'Est au taux de change nouveau qu'avant, parce que justement l'ancienne monnaie avait été surévaluée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et je pense que dans la manière dont on a fait l'euro, on a surévalué les monnaies des pays qui n'étaient pas dans le centre dominant, on va dire, donc le centre dominant, Allemagne, France, Benelux, Autriche, grosso modo. Et les autres, si on regarde bien comment la conversion s'est faite, on a surévalué la valeur de la peseta, de la lire, de l'escudo, du drachme, etc. Ce qui a donné en effet richesse. Mais ce qui, dans la zone euro, s'est retourné contre les économies et notamment les industries et les fabricants des pays de cette périphérie à l'intérieur de la zone euro, parce que les voitures allemandes, les équipements allemands ou hollandais, etc., ont été plus compétitifs que ce que les Portugais, les Espagnols produisaient encore. Déjà, il y avait une désindustrialisation qui avait commencé, mais qui s'est accentuée, accélérée avec la réalisation de l'euro. Seulement, il est clair que dans l'esprit des populations, je suis d'accord avec Joseph Halévy, l'euro apparaissait comme un facteur de bien-être tant qu'on n'avait pas une crise majeure de la zone euro. Première chose. Deuxième chose, si on prend le cas grec, c'est absolument clair que l'orientation du programme de Thessalonique et la campagne électorale de Tsipras, c'était de dire nous restons dans la zone euro. Ça, c'est clair. Ce qui veut dire que le mandat
avec lequel Syriza s'est fait élire impliquait de rester dans la zone euro. Et donc pour moi, à partir du moment où c'était dans le mandat donné à Syriza, il fallait le respecter. Donc ça, c'est une différence entre ma position et celle de Kostas Lapavitsas ou celle d'un économiste français influent comme Frédéric Lordon, qui ont dit dès le départ, quelque part, il faut sortir de la zone euro. Je pense que, vu le mandat donné à Syriza, il fallait construire une politique dans le cadre du mandat qui avait été donné. Donc, se baser sur le programme de Thessalonique, ce qui voulait dire prendre le contrôle des banques. Il était tout à fait normal de contrôler les mouvements de capitaux. On revient au début de notre conférence. Il fallait suspendre le paiement de la dette et réaliser l'audit. Ça, c'était dans le mandat qui était donné à Syriza. Mais il n'était pas possible de dire on sort de la zone euro. Maintenant, ce qui est clair, c'est que si Tsipras avait affronté la Banque centrale européenne et la Troïka, avait adopté la politique correcte de suspension du paiement de la dette qui lui aurait donné des moyens pour relancer l'économie grecque, parce que c'est 6 milliards qui sont sortis des caisses publiques grecques entre janvier et juin 2015. Il faut bien se rendre compte que Tsipras a dû vider les caisses avec son ministre des Finances des entreprises et des institutions publiques grecques pour rembourser la dette principalement au FMI. Il y avait le FMI et il y avait les créanciers privés. Les gouvernements européens, les États européens ne devaient pas recevoir de remboursement en 2015 et la BCE, c'était à partir de juillet. Donc, c'était FMI et créanciers privés. Il aurait fallu suspendre le paiement de la dette au FMI. Les créanciers privés, comme c'était des bons du Trésor à 3 mois, 6 mois, c'était possible de continuer à les rembourser, ce n'était pas un problème, et de refinancer. Donc, il aurait fallu faire ça. Ça aurait entraîné une confrontation avec l'Union européenne beaucoup plus réelle que la confrontation qui a eu lieu et qui était réelle, mais qui était moins perceptible. Donc, c'est-à-dire la décision de la Banque centrale européenne de ne plus donner des liquidités normales aux banques grecques dès le 4 février était une déclaration de guerre à la Grèce, et ça, Varoufakis le dit dans son bouquin. Mais ce n'est que vers le 27 juin que les Grecs, la masse des Grecs se sont rendus compte tout de suite. Là, le 27 juin, la Grèce a dû fermer les banques et dire aux citoyens grecs, vous pouvez aller aux ATM, donc aux guichets automatiques, chercher 60 € par jour, pas plus. Et vous ne pouvez plus entrer dans la banque, vous ne pouvez plus avoir accès au guichet. Et ça a été la conséquence de la décision de la Banque centrale européenne de mettre la pression totale sur la population grecque en disant si vous votez pour le non au référendum, vous êtes expulsé de la zone euro. Là donc, dans cette période-là, la population grecque, alors que Tsipras avait une orientation erronée, la population grecque s'est dit oui, finalement, comme ça ne va pas, comme nous ne pouvons pas accepter les propositions des créanciers, on sait que le risque réel de sortir de la zone euro est là devant nous et on vote quand même pour le non. Et ils ont voté non. Donc je reprécise, si Tsipras avait y compris appliqué une meilleure orientation dès février, il aurait pu amener à une prise de conscience et prendre les mesures qui amenaient
à une sortie de la zone euro de manière adéquate, notamment en ayant comment faire fonctionner l'économie grecque dans une situation de confrontation avec la Troïka et avec la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Et là, je ne sais pas si Joseph Halevi a lu cette lettre de James Galbraith, envoyée par James Galbraith à Varoufakis au mois de juillet 2015. Galbraith était conseiller de Varoufakis. Et je connais bien James Galbraith. J'imagine que Joseph Halevi le connaît. Je viens y compris de participer cette semaine à un cours auquel James Galbraith m'a invité pour ses étudiants à l'université Johnson à Houston, au Texas. Et je rencontrais Galbraith à Athènes en 2015 pendant qu'il conseillait Varoufakis. Galbraith a écrit une lettre ouverte à Varoufakis en juillet en lui disant « Mais Yanis, tu dis qu'on n'avait pas les moyens de sortir de la zone euro parce qu'on n'avait pas imprimé des billets, on n'avait pas eu le temps d'imprimer des billets. » Et Galbraith dit « Mais c'est faux. Ce qu'on pouvait faire, on avait la quantité nécessaire de billets en euros. Il suffisait de les estampiller. Il fallait sur les billets en euros mettre un poinçon, un tampon qui les distinguait des billets normaux en euros. Ce qui veut dire que les ATM auraient continué à les reconnaître, qu'on pouvait fonctionner avec ces euros-là dans l'économie. Il est clair que ces euros-là, des euros grecs, n'auraient plus été convertis puisqu'ils avaient un tampon. Mais ils pouvaient fonctionner dans l'économie grecque. Ils n'avaient plus aucune valeur à l'extérieur de la Grèce. Ça, c'est bien d'accord. Mais c'est bien ça, la sortie de la zone euro. Et l'économie grecque pouvait continuer à fonctionner. Donc, techniquement, c'était possible. Il faut savoir aussi, Varoufakis le reconnaît, et il y avait eu tout un scandale. Il y avait en fait, dans toutes les agences locales de la Banque de Grèce, des réserves en billets de banque en euros pour 14 milliards d'euros. C'est le chiffre officiel, c'était les réserves des banques, des agences locales grecques. Donc les billets en euros étaient là, ils pouvaient être estampillés. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec James Galbraith qui a réfléchi très, très pragmatiquement. Et comme je vous l'ai dit, on se voyait pendant qu'il était conseiller de Varoufakis. Moi, j'essayais de convaincre Varoufakis de collaborer avec la commission d'audit sur la dette grecque. J'ai invité Galbraith à des hearings que j'ai organisés comme coordinateur scientifique de la commission d'audit. Ça a eu lieu au Parlement grec. Galbraith a assisté à ces hearings. On a convoqué, par exemple, le principal conseiller de Barroso au moment du mémorandum de 2010. On a invité, et il est venu, le représentant de la Grèce au FMI, quelqu'un d'absolument clé dans l'équipe de Papandréou à l'époque. Et donc, il y avait un travail possible de collaboration avec Varoufakis, mais Varoufakis n'a jamais voulu cette collaboration. Et Tsipras a décidé avec Varoufakis de continuer à rembourser la dette, et alors qu'officiellement, ils avaient affirmé qu'ils soutiendraient l'audit que nous réalisions, en réalité, ils n'ont pas apporté leur collaboration, ils ne se sont pas appuyés sur nos travaux. Et la présidente du Parlement grec, alors que notre action était extrêmement populaire dans la population grecque, la présidente du Parlement grec s'est retrouvée isolée sur cette question. Donc, une autre orientation était possible. Moi, je développe ça dans mon livre publié en anglais
qui a été publié cette année et donc qui a été publié aussi en grec, en Grèce, en français et en espagnol. Ora, non so se Joseph vuole fare una breve risposta ora o magari alla fine del... No, va benissimo. Non sento. Non ho nulla da aggiungere. Non ho nulla da aggiungere, va bene. Allora faccio l'ultima domanda, anche perché sono abbastanza stretti, che esula un po' dalla questione della Grecia e che riguarda invece l'emergenza che stiamo tutti vivendo rispetto alla pandemia Covid. Vista l'estrema difficoltà da parte dei governi e degli stati di rifornirsi delle quantità necessarie di vaccini, anche in questa situazione nessun governo si è posto sul terreno del non rispetto della proprietà privata, in questo caso dei brevetti, facendo quindi anche un grandissimo favore alle grandi aziende farmaceutiche. Secondo voi quali dovrebbero essere invece le proposte sia sui vaccini ma anche sulla sanità di forze che si pretendono di essere di sinistra? Non so, magari Joseph se puoi intervenire per primo. Il problema io non partirei dalla questione dei vaccini, perché la questione dei vaccini, se si parte solo da quello, si accetta la visione che la sola soluzione alla questione di questa pandemia sia la vaccinazione, siano i vaccini. E non si pone invece il problema dell'insieme di cure, in cui possono poi, come extrema ratio, diciamo, come situazione finale dopo che il vaccino. Questo secondo me lo metterei in questo modo. Allora, qui quello che c'è stato, secondo me, questa è la mia visione, io so che non è, qui non c'è, qui sinistra, destra, le cose saltano, perché ci stanno posizioni di sinistra, anzi di gruppi di sinistra, in Italia è Giorgio Cremaschi per esempio, che sono sparati su una posizione molto ristretta, e ci sono posizioni molto più, quindi non è, la questione è questa. Quello che è successo in questa pandemia, che si è costituito, è stato un elemento per la costituzione di un blocco oligopolistico, direi un blocco monopolistico, ma estremamente pericoloso, e qui io sono d'accordo con molto più pericoloso del blocco dell'acciaio, che oggi è molto meno importante. Certo, durante gli anni che portarono alla prima guerra mondiale, l'acciaio era una cosa importante. Allora era una cosa che definiva le forze monopolistiche. Ma sono d'accordo qui con la posizione del filosofo Giorgio Agamben su questa faccenda. Il blocco che si è creato è un blocco di società tutto sostenuto dalla spesa pubblica, poi tutto sostenuto dalla spesa pubblica, che non rimette in discussione i tagli alla sanità, la privatizzazione della sanità, non rimette, è spesa pubblica nel senso proprio del presidente Bush giovane, no? Che fece un enorme deficit in favore dei Medicare, mettendo una quantità gigantesca di medicine sulla lista di Medicare, eccetera. Allora, il blocco è questo: sono società farmaceutiche, sono
le società finanziarie ad esse legate o comunque che operano con queste, come Bedrock per esempio, e le cosiddette piattaforme tecnologiche. Si è creato questo tipo di blocco qua. Questo tipo di blocco qua interviene sull'organizzazione del lavoro, interviene sulle politiche sanitarie, al di fuori delle istituzioni, al di fuori dei rapporti sindacali, al di fuori di tutta questa cosa qua, interviene sulla riformulazione delle catene di valorizzazione, e questa è la questione. Questo è il problema, la questione che sta emergendo, che è emersa ormai. Questo è il blocco di potere. Questo blocco di potere sarà molto difficile ridurlo. Non intervengono attività antitrust, non intervengono sistemi di controllo contro i monopoli e via dicendo, che pure ci sono nella Commissione europea, ma ci sono anche negli Stati Uniti in linea di principio, anche se operano in maniera diversa, e non interviene niente. Questa è la questione di oggi. Non è tanto la questione dei vaccini. Secondo me la questione dei vaccini non è principale. Oui. Bon, c'est clair que la question des vaccins n'est pas l'unique question. Et je suis d'accord avec Joseph pour dire que le Big Pharma a conquis un pouvoir et joue un rôle fort important. On peut le comparer effectivement à des cartels qui ont été constitués dans l'histoire entre les principaux producteurs d'acier à un moment donné, les principales sociétés pétrolières, etc. C'est très clair. Je pense que les réponses qui doivent être apportées, et je suis en train de travailler avec un projet de manifeste sur le plan mondial. Il y a plusieurs initiatives qui vont dans le bon sens. Il y a une campagne qui s'appelle Zéro Covid, prise notamment à l'initiative de Christian Seller, professeur d'université en Autriche, et qui a réussi à rassembler des gens. Le People Health Movement, donc le mouvement mondial pour la santé, qui est une organisation qui existe depuis, un réseau qui existe depuis à peu près 25 ans. Et il y a aussi en France des initiatives sur la question de l'accès au vaccin. Le manifeste sur lequel je suis en train de travailler, notamment avec l'eurodéputé Miguel Urbán, et qu'on va soumettre à une série de réseaux, dit à la fois qu'il faut suspendre les brevets sur les vaccins et qu'il faut déclarer que les vaccins pour le coronavirus et pour d'autres maladies infectieuses doivent être mis hors marché et donc ne peuvent pas être protégés par des brevets. Il faut évidemment commencer par les vaccins qui sont déjà protégés par des brevets et suspendre donc ces brevets. Ça concerne Pfizer, ça concerne AstraZeneca, ça concerne Johnson et d'autres. Mais nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Nous pensons qu'il faut socialiser le secteur de l'industrie pharmaceutique par l'expropriation, dire que ce sont des services d'utilité publique absolument fondamentaux et donc fondamentaux et vitaux au sens strict. Ils ont un effet immédiat sur la vie ou la mort de millions ou de dizaines de millions de personnes, et donc ils doivent être socialisés, c'est-à-dire dans l'expression politique ancienne, on aurait dit nationalisation. Nous préférons socialisation
parce que ça implique expropriation, mais ça implique contrôle citoyen, contrôle social. Donc, ça, on doit tirer la leçon de l'étatisation par la nationalisation sous la forme des années du XXe siècle, de la période du XXe siècle, et dire que l'expropriation doit aboutir à la socialisation, c'est-à-dire que le secteur pharmaceutique doit devenir un service public de santé et qu'on doit donc avoir à la fois au niveau de la production, de la recherche de médicaments et de traitements, un service public, et évidemment dans la réalisation des soins de santé, c'est-à-dire les hôpitaux, on doit aussi transformer les hôpitaux privés en hôpitaux publics, et donc on doit tirer les leçons en les améliorant de l'expérience, par exemple, britannique de l'après-Seconde Guerre mondiale et de la création du service national de santé en Grande-Bretagne. Et donc, toute la thématique, par exemple, qui était mise, même avant la pandémie, la problématique du Medicare aux États-Unis, l'Obamacare, la problématique de la lutte contre la privatisation et la dégradation du service de public de santé en Grande-Bretagne. Tout ça, c'est des combats depuis 20 ou 30 ans, auxquels s'ajoutent maintenant les zoonoses, donc ces maladies du type coronavirus. Tout cela montre qu'il y a une fragilité absolument terrible de nos sociétés et des pouvoirs publics par rapport à affronter ce type de défis sanitaires, et qu'il faut donc, dans une situation exceptionnelle, prendre des mesures exceptionnelles qui impliquent l'expropriation du Big Pharma. Évidemment, ça, c'est une mesure anticapitaliste, claire et nette, d'affrontement avec un secteur extrêmement puissant dans les sociétés capitalistes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, il faut bien sûr aussi en profiter, je dirais, parce que la pandémie l'a montré, de pointer l'importance de tous les métiers liés au secteur de la santé, de tous les métiers liés et les activités, pas simplement les métiers, les activités liées à ce que les féministes ont apporté dans l'élaboration, dans l'analyse au cours des 20 dernières années avec le concept de reproduction sociale. Et donc, tous les métiers qu'on appelle les métiers du care, en partant de l'expression anglaise anglophone care, les métiers de la proximité, et donc de dire qu'il faut des services publics liés à tout ce qui est la reproduction sociale, la reproduction de la vie, qui doivent être des services publics gratuits, avec des salaires revalorisés dans ces fonctions-là, et la prise en compte, évidemment, du travail non rémunéré des femmes et sa valorisation dans la société. Donc, on essaie de construire un manifeste qui serait un manifeste qui va au-delà de suspendre les brevets sur les vaccins. Parce qu'il y a bien sûr le vaccin qui est une réponse immédiate à une situation qui est provoquée par une évolution de marchandisation, privatisation et aussi destruction d'une série de rapports entre la société humaine, l'espèce humaine et la nature. Il y a donc une réponse immédiate, mais dans la réponse immédiate, il faut, puisqu'on doit mettre le pied
dans la porte, il faut ouvrir toute grande la porte et proposer des mesures anticapitalistes qui puissent unir différents fronts de lutte et différents secteurs et toucher. Donc, notre objectif est, par exemple, d'essayer de convaincre la Marche mondiale des femmes, les attaques, la Via Campesina, Focus on the Global South, TNAG, une série de réseaux, d'appuyer un tel manifeste et quelque part de reconstruire une base programmatique d'une initiative mondiale, altermondialiste, si vous voulez, alterglobaliste, pour essayer de reprendre, contribuer modestement à ce qu'on avait essayé et réussi à faire au début des années 2000. Voilà. Mi sembra che Cinzia voglia fare una domanda. Invito però le risposte di essere molto brevi perché i tempi sono sempre più ridotti. Siamo quasi a giorno. No, la domanda è molto semplice, anche rapida. Scusate il telefono nel momento meno opportuno. Ed è questa, forse può essere un po' più rivolta verso Eric, ma in realtà l'opinione di Joseph mi sembra, ed è questa, sulla questione pandemica, no? Si sono aperte diversissime crisi, da quella economica a quella sanitaria, è riemersa quella ambientale e via discorrendo. Ora, sarà che io sono poco informata perché mi sono assolutamente stancata di sentir parlare di Covid, pandemie, vaccini e quant'altro, non ne posso letteralmente più. Ma brilla per la sua assenza in tutta questa faccenda e fin dall'inizio una possibile sinistra, almeno in Europa che io abbia capito, no? Sia dal punto di vista politico che sindacale. E mi spiego in un secondo che cosa intendo. Cioè, in questi giorni si sta vedendo nel nostro paese, in Italia, per esempio, che le proteste, anche giustificate, di tutta una serie di settori del commercio, sono cavalcate, strumentalizzate dalla destra estrema. Non parliamo nemmeno di Giorgia Meloni che fa la parte della signora e né di Salvini, parliamo proprio dell'estrema destra più violenta, xenofoba, razzista, fascista con la F maiuscola. Mentre a sinistra e dalla sinistra diciamo istituzionale, che di fatto non esiste più, fino all'estrema sinistra c'è una prudenza che sa di codardia, nel senso che mentre la destra favorisce l'andare in piazza a protestare di alcuni settori economici, l'estrema sinistra si è ben guardata, per esempio, di dire che la stragrande maggioranza del problema del contagio era sui posti di lavoro. Posti di lavoro che sono alcuni di questi che sono, tra virgolette, di serie B, come lavoratori dei supermercati, lavoratori della logistica e della distribuzione, e via discorrendo, questi che sono settori molto più esposti al contagio. Invece, allora, quello che mi chiedo io è, va bene qualunque iniziativa che a livello internazionale riproponga, no, il protagonismo di alcuni settori politici e anche sindacali, ma mi sembra come dire, che non ci sia, almeno per quello che io so e magari spero di essere mal informata, un riscontro poi all'interno dei diversi paesi come azione diretta sociale rispetto a quello che è stato diciamo la ricaduta
non solo sanitaria della pandemia del Covid. Questo, in Italia la gente non si sta, le persone non si preoccupano del fatto che se ci fossero più aperture di ospedali ci sarebbero meno morti, questo intendo. Si preoccupano del vicino di casa se è positivo o no, e questo è il problema. Si è creato una sorta, e non c'è nessuno che faccia riflettere l'opinione pubblica, almeno in Italia, in questa direzione. Per quello che io posso vedere in Europa la situazione comunque è più o meno simile, cioè non ci sono delle proposte, ma neanche i sindacati, cioè, i sindacati in Italia, non solo quelli confederali, ma anche purtroppo alcuni di base, via discorrendo, molto di estrema sinistra, sono assolutamente concordi nel sostenere la necessità che lo Stato intervenga nella direzione in cui poi hanno spiegato prima sia Eric che Joseph, anche se partendo da angolature diverse. Allora, mi chiedo, un'azione internazionale come quella che ha descritto Eric, che sicuramente è importante, ma che ricadute poi ha nel concreto se nei diversi paesi non c'è nulla? Quando è che stiamo? Io non ho granché da dire, quindi passo la parola a Eric Toussaint. Io e te, australiano, poi facciamo. Disons que je crois qu'effectivement, il y a un énorme problème de capacité d'initiative des forces de gauche traditionnelles et radicales. Aussi, il y a quand même des mouvements. En Belgique, par exemple, on a un mouvement qui combine les travailleurs syndiqués du secteur de la santé et les non syndiqués. Ça s'appelle la santé en lutte. Et il y a eu une grande manifestation à Bruxelles en septembre avec quelque chose comme 12 000 personnes. Il y a eu des mobilisations avec des confrontations avec la police des secteurs jeunes contre la manière dont la police utilise ou applique les mesures de distanciation sociale par des méthodes brutales. On l'a vu de manière massive en Grèce. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est la première fois depuis 2015 qu'il y a des mobilisations massives dans les villes en Grèce. Ça vient de se passer depuis 2 mois contre le type de politique répressive appliquée par le gouvernement de Mitsotakis. Je parle de manifestations qui, au total, ont rassemblé plus de 100 000 personnes, des manifestations de 10 000, 15 000 personnes. Si on additionne, ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes dans des quartiers d'Athènes, à Thessalonique, dans toute une série de villes grecques. Et on avait connu ça seulement contre l'extrême droite l'année passée, quand il s'est agi de faire condamner Obdorei comme organisation criminelle. Il y a donc dans quelques pays, beaucoup trop peu, des mouvements, et je vais arrêter la liste pour l'Europe, mais je suis bien d'accord avec toi, Cynthia, que c'est totalement insuffisant. Et c'est clair aussi que le manifeste auquel on travaille, c'est une réponse, on va dire, très modeste, parce que ça ne remplace pas la nécessité d'un cadre organisationnel capable de convoquer des mobilisations. Et nous avons eu au niveau européen un tel cadre, c'était le Forum social européen qui a commencé son existence en novembre 2002 à Florence et qui a réussi à convoquer le formidable mouvement anti-guerre de février 2003. Et ce mouvement Forum social européen s'est épuisé à partir de 2006, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le dernier forum réalisé en 2006
avec un certain succès qui était à Athènes en mai 2006. Il y a eu Malmö, puis il y a eu Istanbul et on s'est allé en déclin permanent. Je suppose que vous, comme moi, on l'a analysé, y compris, on a cité Prodi tout à l'heure, ça a été lié à l'expérience et à l'intégration du Forum social italien dans le soutien au gouvernement Prodi et au début du déclin du Forum social européen qu'on a connu aussi au niveau mondial. Et malgré de puissants mouvements spontanés comme les indignés en 2011, comme l'occupation des places publiques en Grèce en juin-juillet 2011, et comme d'autres puissants mouvements, ces nouveaux mouvements de masse spontanés se sont faits, même s'il y a eu des connexions, dans des cadres nationaux et n'ont pas abouti à la construction de nouveaux cadres organisationnels du type Forum social européen. Et donc, nous sommes dans une sorte de désert organisationnel. Il n'y a aucune structure internationale capable de convoquer à des véritables mobilisations. Et donc, c'est angoissant pour nous, y compris à notre âge, de se dire, est-ce qu'on va être capable de contribuer à reconstruire un cadre organisationnel commun? Je ne parle pas des organisations révolutionnaires, des courants politiques comme la 4e internationale qui existe, mais qui n'a pas une capacité de convoquer et d'organiser de grands mouvements. Et donc, des organisations comme la 4e internationale ou d'autres mouvements doivent être capables de participer avec tout ce qui existe comme force de gauche radicale, que ce soit des mouvements sociaux, des organisations syndicales, des partis politiques. Il faut ensemble être capable de se réunir et d'essayer de reconstruire un cadre politique ou en tout cas, pas un cadre qui va définir tout le programme, mais un minimum de capacité, de convocation, d'action. Et ça, moi, j'essaie d'y contribuer. Je suppose que vous aussi, et que c'est pour ça que vous avez pris cette initiative d'un débat, et je participe à d'autres débats, mais on sait très bien que nous partons d'une position de faiblesse terrible. Mais il faut en même temps l'enthousiasme de la volonté pour essayer de reconstruire un cadre commun. On sait que ce ne sera pas facile, mais moi, comme vous, j'essaie d'y contribuer. Bene, ma ormai sono le mezzogiorno, si è superato i tempi che ci eravamo prefissati. Ringrazio quindi Henrik e Joseph per i loro interventi e la loro disponibilità. Ringrazio anche Paolo per il grande lavoro. Enorme lavoro fatto, Paolo. Traduzione, ottimo. Grazie veramente. Gli sarà fatto una statua in cartone e io la metterò sul balcone. Sul balcone. La devi tradurre a Eric, però. Devi tradurre a Eric, perché sennò io lo traduco io. Quindi, decidi, Paolo. Quindi magari spero che ci siano anche altre occasioni per ritrovarci e per fare questo scambio di idee che sono molto interessanti, sia per le informazioni fornite, anche per magari anche per creare interesse e voglia di andare a rivedere gli avvenimenti anche di qualche anno fa, ma che comunque hanno un peso importante anche sulle dinamiche politiche attuali. Ringrazio e alla prossima.